Merci Dominique pour cette présentation tellement riche et variée de tous les déploiements d'accès depuis sa création, hein, en faisant référence aux fondateurs qui ont travaillé ici, et, et référence aussi au séminaire du 13e arrondissement où René Diacrine nous invitait souvent à tous ceux qui s'intéressaient au langage. C'était un séminaire interdisciplinaire, vraiment. Et bien sûr, tu as fait référence à tout ce travail qu'Accès a fait en ESO, la diversité de travail. Et en tenant compte de cette idée formidable de René Diacrine, qu'il a insisté beaucoup pour amener des livres là où il y a des enfants, et surtout là où ils s'ennuient. L'exemple le plus fort, c'est amener des livres à la prison. C'est là que ces enfants ils sont vraiment dans une situation extrêmement difficile. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une mère qui disait, grâce au livre, à l'album, mon bébé peut boire des choses qu'il ne peut pas boire ici, étant donné l'enfermement qu'il avait, etc. Et effectivement, les livres se prêtent d'une manière formidable. Maintenant, nous les savons et nous l'avons appris. Les bébés nous ont appris, et tout le travail d'accès nous a appris que les livres peuvent s'intégrer dans le développement général de l'enfant. Et c'est ça ce qui est important, et depuis la naissance, on peut dire. On sait maintenant qu'à la naissance, l'être humain il vient équipé de la faculté du langage, qui lui permet, il vient avec une sensibilité à la voix humaine d'une manière particulière. Il est très sensible aux modulations de la voix et à la prosodie de la langue et au mouvement du visage. Voilà, on pourrait dire que ce sont les premiers livres que l'être humain apprend à lire dans la culture qu'il reçoit au monde. C'est la modulation de la voix humaine, la prosodie de la langue et le mouvement du visage. C'est par là que commence cette aventure extrêmement difficile à expliquer de la construction de la pensée. Le bébé commence à créer des embryons de la pensée par cette musique de la personne qui lui parle, par la prosodie de la langue et le mouvement du visage. Et il entre dans ce mouvement-là, et déjà à la naissance, la voix, c'est une vieille histoire pour le bébé, parce qu'elle s'est inscrite dans la fichier du fœtus, on peut dire les choses comme ça maintenant. Hein. Et à la naissance, le bébé va utiliser cette inscription de la voix pour différencier la voix de la mère de toutes les autres voix qui l'entourent. Hein. C'est la même chose pour le visage. Oui. Et bien sûr, si l'enfant est sourd, alors paradoxalement, il faut lui parler comme s'il entendait, parce qu'il a besoin d'apprendre à lire la grammaire du visage pour entrer dans ce processus de construction du sens. On n'apprend pas à un être humain à construire de la pensée, mais la pensée se construit lentement et par toutes ces pratiques-là. Et c'est pour cela que la lecture à haute voix, telle que la pratique Accès, est bienvenue depuis la naissance. Voilà. Depuis la naissance, on peut lire à un bébé. On peut lire des poèmes ou des textes de haute qualité littéraire. Parce que nous, les adultes, nous sommes extrêmement attirés par les contenus conceptuels du mot, tandis que les bébés sont extrêmement sensibles à cette musique qui se déploie à travers la rencontre des mots. Et vers le 4e mois, il y a une véritable révolution. Ça veut dire que le bébé peut tenir sa tête toute droite. Il y a l'apparition de la vision conjointe. Au début, le bébé on n'avait pas de convergence visuelle à la naissance, mais tout d'un coup, la convergence visuelle apparaît vers le 4e mois et la vision conjointe émerge. Et on peut déjà, le bébé peut fixer son regard sur les choses que le montre l'adulte. C'est pour ça que dans toutes les cultures, il y a les mobiles, pour alimenter cette capacité qu'il y a à partir de ce moment-là, le bébé pour fixer son regard sur quelque chose. Et ici apparaît quelque chose d'extrêmement important, c'est que les premières communications du bébé et l'adulte, c'est de face à face, 25 cm de distance. Et à partir du 4e mois, avec la vision conjointe, on peut introduire les triangles, c'est-à-dire que c'est fini cette espèce de communication qui est extrêmement importante face à face, pour introduire un triangle par lequel le monde extérieur va entrer. Et les livres facilitent, il faut alimenter ces triangles-là. Et les pratiques de la lecture, effectivement,
alimente ce triangle-là. Parce que le bébé regarde, vous connaissez très bien, comment à un moment donné où on a un bébé sur les genoux et on ouvre un album, le bébé immédiatement s'intéresse. Il est attiré par la forme, par les illustrations, il est attiré par les couleurs fondamentaux, il est attiré par cette voix qui lit ces textes-là, et le bébé regarde le visage des lecteurs et les livres, et là, tu vas commencer à découvrir quelque chose qui est tellement difficile à expliquer, c'est que dans ces choses que nous appelons l'écriture, il y a une voix silencieuse que le lecteur reconstruit à travers de sa voix. Mais pour construire la voix, il faut avoir entendu parler de quelqu'un. Et c'est à partir de ce moment-là que pendant les 4 premiers mois, le bébé a reçu des informations extrêmement variées de la voix humaine. Et si on lit des histoires, c'est encore mieux. S'il écoute la musique, c'est encore mieux. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à utiliser tout ce qu'il a intériorisé. Il va commencer à émerger lentement comme un sujet énonciateur, c'est-à-dire qu'il va commencer à babiller. Le babil, c'est un moment fondamental dans le développement de l'enfant. Parce que ça veut dire que l'enfant est en train de construire sa voix en fonction des voix qu'il a entendues. Que la construction de la voix, c'est quelque chose qui se transmet. C'est cette chose que nous croyons être la plus personnelle, finalement, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Pour avoir de la voix, il faut avoir entendu parler quelqu'un. Mais aussi pour apprendre la langue orale, il faut l'avoir entendu parler par quelqu'un. Et l'être humain a la capacité, liée à la faculté du langage, d'extraire de cette voix la composition de la langue. Et les bébés peuvent apprendre plusieurs langues à condition de les parler normalement. Parce que la faculté du langage fait qu'en écoutant parler, il est en train de recevoir comment est-ce que la langue est construite. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'en tant que linguiste, nous passons notre temps à construire des modèles théoriques pour essayer d'expliquer le langage. Ça vient depuis des siècles. Mais chaque fois que nous essayons d'expliquer une langue scientifiquement, la langue est là pour nous dire « votre modèle ne marche pas ». Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, mais comment se fait-il que les bébés puissent reconstruire cette complexité que nous ne sommes incapables de présenter scientifiquement? Et c'est là où je me suis rendu compte des besoins, la nécessité, l'importance des pratiques pour lutter contre les exclusions et les ségrégations selon la philosophie d'accès. Et c'est vrai qu'un enfant auquel on lui a lu des histoires, comme tu fais référence à la publication américaine, on sait maintenant qu'un enfant qui a écouté des lectures à haute voix, son babil n'est pas le même. Il a une babil différente. Et on sait à quelle langue appartient le bébé. C'est ça ce qui est impressionnant avec le babil. On sait si elle est français, anglais ou japonais. Ça veut dire qu'il commence à entrer dans la langue. Et entrer dans la langue, c'est entrer dans la culture. La langue orale contient la culture. C'est parce qu'elle la contient qu'il peut la transmettre. Elle la recrée et la maintient en vie. Alors voilà, c'est une importance que René Diacrine donnait au langage, qui invitait tous ceux qui voulaient dire quelque chose du langage, étaient les bienvenus au 13e arrondissement. C'était pour essayer de comprendre que le langage, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est une banalité qui fait partie de notre vie quotidienne. Mais quand il y a des difficultés graves, nous sommes parfois désemparés pour accompagner certains enfants dans ces voyages à travers le langage. Et alors, en sachant que l'être humain a une capacité naturelle pour s'approprier de cette complexité-là, voilà le travail que vous faites, ce cadeau qu'on peut faire aux enfants, de présenter la langue de la manière la plus riche possible, variée possible. Chaque fois que vous lisez un texte, un poème, un album, vous êtes en train de faire un cadeau à l'enfant. L'enfant se met en position d'écoute. Et quand il se met en position d'écoute, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce corps, ce petit corps, il y a un sujet qui veut construire des sens. Et il construit des sens comme il veut. Mais il se met immédiatement en position d'écoute, vous le savez très très bien. Il faut alimenter l'écoute de l'enfant, du bébé. Et les bébés sont très sensibles à la beauté de la langue.
à la poésie de la langue. Et c'est pour cela que, déjà dans les Babyles, c'est la petite voix des bébés, son petit ta-ta-ta, da-da-da, ma-ma-ma. Parfois, des adultes pensent que le bébé est en train de dire déjà papa et maman. Ce n'est pas encore ça, mais ça va venir plus tard. Mais c'est une manière de penser ce qui deviendra le bébé beaucoup plus tard. Mais dans ces petites voix, il y a la voix de ceux qui lui ont donné la possibilité de construire la sienne. Alors il y a une altérité profonde qui est contenue dans la voix. Et ça veut dire que le bébé commence à s'auto-écouter. Ça veut dire que le bébé commence à s'auto-accompagner par sa petite voix. Et c'est là où le langage commence à venir ses compagnons internes, qui sera à vie finalement, qui sera tout le temps là pour babiller, pour parler aux autres, pour écouter, pour imaginer, pour fantasmer, rêver. C'est-à-dire le langage, c'est tout ça. Mais il faut donner une langue riche. Et je pense que la lecture à haute voix, c'est un des moyens d'alimenter la faculté du langage. Je pense qu'il y a beaucoup de pratiques, n'est-ce pas? Mais je pense que cela est irremplaçable. Parce qu'on va dire à l'enfant, effectivement, comme Dominique a insisté, la langue du récit, c'est-à-dire cette langue de la vie quotidienne qui est tout le temps faite pour donner des ordres, pour éduquer, ce qui est très bien, pour éviter des accidents, ce qui est très bien, tout ça. Mais il faut immédiatement que l'enfant puisse écouter une langue qui va au-delà de tout ça. Et c'est ça votre travail. Et l'enfant, il ne reste pas passif là-dedans, ça nous le savons tous. C'est le travail qu'on a fait ici à Essonne depuis 40 ans, et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour à la fois rendre hommage à ce département, hommage à vous tous qui travaillez avec la petite enfance, et en même temps cette espèce de coopération entre accès, amener des livres là où il y a des enfants, et être au centre, l'enfant est au centre de notre travail, lecture individuelle, comme disait Dominique, en petit groupe. Et en même temps, ce travail qu'ils font les lectrices là constitue un objet d'observation et de formation considérable. Vous avez fait référence ce matin à la formation, non? Mais vous savez très bien que cette pratique avec l'enfant, c'est une source de formation considérable à condition que l'enfant soit au centre de nos pratiques et de nos observations. Les enfants nous apprennent beaucoup de choses. Vous le savez très bien. Il y a tellement de choses. Chaque fois qu'on lit avec un enfant, l'enfant, au moment où il se manifeste, il nous fait découvrir des choses que nous n'avons pas pensées. Et c'est cette préoccupation ou curiosité des compétences de l'enfant qui alimente nos pratiques et vos pratiques et qui sont immédiatement amenées dans un séminaire pour élargir la réflexion. Et de ce séminaire va sortir la formation et l'écriture que nous faisons. Et vous voyez, c'est un travail d'une coopération extrêmement élargie, de travail sur le terrain, pour lequel René Diacrine était tellement intéressé, mais en même temps un travail en lieu où on puisse réfléchir tout ce que les enfants nous apportent. Et bien sûr, la formation. Alors c'est pour ça que vous êtes bienvenus au séminaire d'accès, parce que vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, mais une fois qu'on a commencé à entrer dans cette direction-là, c'est quelque chose qui se transforme, j'appelle ça, dans une formation continue. On n'est jamais docteur en lecture de petite enfance. On est tout le temps en train d'apprendre des choses, en train de se former. Et c'est ça la beauté de ce métier-là. Et le séminaire, c'est ça, c'est un lieu de réflexion. On invite tous ceux qui travaillent dans les projets. On présente ce qu'un enfant a montré à la lectrice pendant 6 mois, par exemple. Alors on lui donne une place à l'enfant. La lectrice a observé un enfant avec une certaine curiosité, si on peut dire les choses comme ça. Et ça veut dire que c'est une manière de donner une place à cette capacité qu'a l'enfant.
Et cette place, ça va s'enrichir avec la réflexion qu'on fait dans des séminaires. Il va s'enrichir dans les formations que fait Accès et dans la publication que nous faisons. Voyez. Mais ce que je voulais, c'est vous faire comprendre que ce travail-là, c'est un travail de coopération extrêmement varié et élargi. S'il n'y a pas le travail de terrain, difficilement on peut faire un séminaire. S'il n'y a pas de travail de séminaire, comment est-ce qu'on peut former? Vous comprenez? Et c'est ça, c'est dans cette direction-là que je voudrais insister aujourd'hui, pour continuer à travailler ensemble. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître cette espèce de partenariat également entre la famille, l'enfant et la bibliothèque. Marie Bonafé, chaque fois qu'il y a l'occasion, il parle de l'importance de la bibliothèque. La bibliothèque, la bibliothèque. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que le travail en coopération avec les services publics, comme c'est les bibliothèques, le ministère, la bibliothèque est au centre de ce travail-là. Parce que parfois, les livres sont chers. Mais il y a des familles éloignées de la langue écrite qui ignorent tout ce que la bibliothèque peut donner ou proposer pour accompagner les enfants. C'est pour ça qu'on est en train de penser à un flyer pour les bibliothèques qui va apparaître bientôt pour attirer l'attention des familles de tout ce que la bibliothèque peut apporter aussi. Et on a déjà un qui est à votre disposition. C'est impossible de travailler dans cette coopération. Parfois, on dit, bon, c'est un partenariat entre, disons, dans l'ordre naturel ou institutionnel plutôt, la bibliothèque, la famille et le bébé. Je dirais, je l'ai déjà répété, dans l'ordre naturel, c'est les compétences du bébé, la famille et la bibliothèque. Ces trois éléments sont fondamentaux. Et une autre chose sur laquelle je voudrais... Voilà, c'est des documents qui sont là à votre disposition. Je pense que chaque fois qu'une famille découvre, c'est ça, que la lecture individuelle en face des parents ou en face des professionnels joue un rôle tellement fondamental. Parce que, vous le savez très bien, dès qu'on ouvre le livre, l'enfant s'intéresse. Il s'attache parfois à un livre. Il veut amener un livre à la maison. C'est-à-dire que les adultes, nous allons découvrir des choses que nous ignorons des enfants. Et c'est ça une découverte fondamentale pour les parents. Tout parent voudrait faire de belles choses pour son enfant, mais il n'a pas trouvé ce qu'il faut faire. Mais quand il se rend compte qu'un bébé s'intéresse à la lecture, à haute voix, au livre, les parents découvrent quelque chose qu'ils ignoraient, les enfants. Et ils tombent dans le piège. C'est-à-dire que parfois, ils viennent demander où est-ce qu'on peut trouver ces livres. Et la bibliothèque, il est à la bibliothèque. Il y en a tellement de livres à la bibliothèque, il y a la musique, il y a des jouets. Et on fait aussi à la bibliothèque des opérations, des présentations, des lectures pour les enfants. Une fois que les parents commencent à découvrir cette richesse de la bibliothèque, alors on a gagné quelque chose. Les livres commencent à arriver à la maison. Ils commencent à arriver à la maison. Et dès que les livres arrivent à la maison, comme disait Dominique, ça crée de nouvelles relations entre les parents et les enfants. Et on est en train d'alimenter, je pense que chaque fois qu'on lit ou on raconte des histoires à un bébé, ce bébé est en train de travailler son activité de pensée. Ça facilite l'appropriation de la langue orale. Parce qu'on donne la langue de la littérature, de la poésie, cette langue qui n'existe pas dans la vie quotidienne. Dès que vous lisez un texte littéraire, de littérature infantile, le passé simple fait son apparition normale, immédiatement. Et l'enfant qui a écouté les lectures comme ça, tout d'un coup, il découvre que le passé simple fait partie de la langue française et que c'est d'une beauté incroyable, d'une précision incroyable. Si on laisse apprendre le passé simple à la grammaire en disant il y a un passé simple, on l'apprend, etc., c'est un peu tard. L'être humain a la capacité de capter la musique et la langue à condition de la donner. Et c'est tellement merveilleux
que les enfants, parfois, ils commencent à raconter des histoires à passé simple, en faisant de petites fautes, parfois. Je me souviens d'une que j'ai déjà dit dans une autre occasion. Un jour, quand un enfant avait raconté l'histoire d'un lapin, il disait « Et tout d'un coup, des lapins partent. » Voilà. Voilà, et c'est ça, c'est-à-dire il a compris les passés simples. Hein. Et une fois qu'il a compris les passés simples, il va savourer quelque chose qui fait partie de cette langue française. Si vous transformez les passés simples en passés composés, on casse tout. Ce n'est pas la même chose. Précisément, dans une réunion avec un éditeur français, proposait que bon, les passés simples, c'est trop compliqué. On va essayer plutôt de les supprimer pour les bébés, pour les tout petits, et on les laissera pour les plus grands. J'ai réagi en disant, si vous faites ça, vous êtes en train d'empêcher ces bébés de devenir poètes et écrivains, et possiblement des musiciens. Ça va loin tout ça. Et c'est les bébés qui nous ont appris tout cela. C'est important, cela. Et alors, le passé simple fait partie de cette langue. Moi, j'ai appris le français quand j'avais 26 ans. Et qu'est-ce que j'ai souffert pour comprendre le passé simple. Et même quand j'écris, parfois, je tombe dans le passé composé. Bon. Et quelqu'un qui lit mes textes, il me dit, si tu mettais ici un petit passé simple, ça serait encore plus joli. Et c'est vrai. C'est quand il aimait, je dis, mais c'est vrai. Merci beaucoup, parce que c'est ça. Et alors, ce qui m'a tellement impressionné aussi, c'est ce qu'on peut appeler la compétence de bébé. Et quand je suis arrivé en France, j'ai observé que quand je parlais français, le bébé se tournait immédiatement vers moi. C'est-à-dire qu'il était sensible à mon accent. C'est incroyable, ça. Hein? Ils sont sensibles à la tonalité de voix différentes, mais à l'accent de la langue, ils se rendent compte qu'on est en train de maltraiter la langue. Ils sont immédiatement... bon. Et j'ai eu des enfants beaucoup plus tard qui parlaient des gens. Et un jour, il y a un enfant qui m'a posé la question, « Mais pourquoi tu parles comme ça ?» Et il faisait référence à mon accent. Et avec cet même enfant, j'étais en train de parler avec eux, on prenait un petit goûter, et à un moment donné, j'ai prononcé le mot jus d'orange, comme ça, avec jus d'orange. Pas jus d'orange, je n'étais pas encore là. Et l'enfant, il s'est rendu compte que je n'étais pas au niveau de l'articulation pour produire ces mots-là. Il m'a donné une leçon sur orange. Il a allongé les lèvres comme ça. Il n'arrivait pas encore à prononcer non plus. Il avait la représentation mentale du geste qu'il fallait faire pour produire ça. Et voilà, et alors là, je me suis dit, l'appropriation de la langue orale, c'est quand même un gros boulot. Et en tant qu'adulte, on est incapable de le faire. Alors c'est comme ça que je me suis orienté à un moment donné en tant que linguiste à l'université, en même temps que j'ai enseigné mes cours classiques de la linguistique, aller observer quelle est l'activité mentale qui fait un bébé pour s'approprier de la langue. Et c'est de là qu'est venue l'idée de publier ce livre dont tu as fait mention là, c'est-à-dire essayer de comprendre, pour apprendre une langue, il faut qu'il y ait une activité mentale. Laquelle? Et en fait, c'est là qu'on commence à se rendre compte que la faculté du langage, c'est quelque chose de neurologique. Tous les enfants viennent au monde avec cette capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, apprendre une langue implique un certain degré d'activité psychique et culturelle. Et voilà que ces trois paramètres constituent la construction d'un être humain. Il y a des processus neurologiques, des processus psychiques et des processus culturels. Et c'est de cet ensemble qu'on devient lentement un sujet psychosocial, là où on est né. Et c'est pour cela que finalement, je répète, la langue orale contient la culture. Et les enfants sont capables d'extraire de cette langue orale. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent les mots exactement comme nous les comprenons. Et j'ai commencé à me rendre compte que, finalement, pour pouvoir apprendre une langue,
un bébé doit faire une opération qui est une opération universelle, c'est-à-dire que grâce à la faculté du langage, l'être humain a la capacité à mettre ensemble des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. Bon, c'est une phrase comme ça, non? Mais c'est vrai, parfois je donne cet exemple, je l'ai déjà fait, je le répète ici, que tout ce que nous avons appris à l'école, que dans une langue on peut mettre ensemble des consonnes et des voyelles pour produire des syllabes pour construire des mots pour construire des phrases pour construire des discours. Derrière cette banalité-là, qui fait partie de notre espèce, c'est cache cette opération, mettre ensemble des choses. Et quand je suis en train de parler, je vais chercher dans mon lexique mental des mots qui sont différents, je les rassemble pour construire ma pensée. Et à partir de ça, vous commencez à donner des sens à mon discours. Mais c'est là où on se rend compte que ce qu'on appelle la langue orale a la capacité ou la propriété de rendre audible la pensée. Rendre audible la pensée, mais c'est complètement dingue ça. C'est une phrase. Mais quand on va essayer de comprendre ça scientifiquement, on est complètement dépassé. Lorsque fait partie de notre vie quotidienne, rendre audible la pensée. Ça veut dire que ce qui arrive à l'oreille, c'est des ondes acoustiques. Et même avec mon accent, mes ondes acoustiques qui arrivent à vos oreilles, vous les transformez lentement jusqu'à arriver au lexique mental qui est là, caché dans le cerveau, dans la psyché. Et là, vous construisez des sens. Mais on se rend compte que les sens que construit chaque individu, ça ne veut pas dire qu'ils soient les mêmes. Mais on découvre quelque chose qui est extraordinaire, c'est que grâce à la faculté du langage, l'être humain il peut construire de la pensée à partir de la pensée. Il apprendre des mots dans une langue, c'est s'approprier d'une certaine pensée qui est véhiculée depuis des siècles à travers ces mots-là. Et l'enfant apprend ces mots et il alimente sa capacité de penser. Alors les humains ont cette capacité, grâce à la faculté du langage, de construire de la pensée et enrichir la pensée à partir de la pensée. Et c'est pour ça que la lecture, c'est ça en fait. Quand on lit, l'acte de lecture, c'est un acte d'amour. Il met en mouvement l'activité psychique que l'auteur a laissée à travers son acte d'écriture. Mais en lisant, on va reconstruire quelque chose qu'il a voulu dire. Mais je mets en mouvement la pensée de l'auteur et la mienne. C'est ça la lecture. Chaque fois, pouvoir penser autrement, etc. Et cette opération-là, la construit l'enfant vers la fin de la première année. Mais avant ça, grâce à la faculté de langage, tout ce que vous faites avec le bébé, quand vous le lisez une histoire, ça le produit des effets. Quand vous le faites des soins, ça le produit des effets. Quand vous le caressez, ça le produit des effets. Quand vous lui parlez, ça le produit des effets. Tout ça, la liste est très longue. Mais grâce à la faculté du langage, le bébé a la capacité de lier ces effets qui ont été partagés avec quelqu'un à la personne. Et c'est comme ça que le bébé crée ce qu'on appelle la représentation symbolique de l'autre. Il va lier tous ces effets qu'il a vécu dans l'intersubjectivité, et tout d'un coup, l'autre se crée dans son esprit. Une fois que le bébé a créé cette opération grâce à la faculté de langage qui rassemble tout ça, l'autre, c'est celui qui alimente, celui qui fait des cadettes, celui qui parle, celui qui est présent, celui qui est absent et qui revient. Bon, c'est une condition très subtile, tout ça. Une fois que le bébé a tout ça, à ce moment-là, le bébé peut convoquer cet autre, même quand il n'est pas présent. Cette représentation de l'absence, comme ça, qui se fait. Mais convoquer l'autre quand il n'est pas présent, c'est une manière de l'amener dans sa psyché pour se faire auto-accompagner. Le bébé n'est pas plus seul à partir de ce moment-là. Il convoque l'autre.
Et cette convocation de l'autre, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que grâce au langage, grâce à cette opération mentale, l'altérité psychique commence à auto-accompagner les sujets. Et tout ce qui se vit dans l'intersubjectivité. Et pendant la première année, le bébé ne parle pas encore, mais qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qu'il écoute? Parfois, quand on observe des langues, on se rend compte que ça vaut la peine de faire attention à certaines oppositions lexicales qui sont dans les langues. Écouter et entendre, pour moi, c'est une source d'information incroyable. Quand on écoute, on veut construire du sens. On entend les voitures qui passent dans la rue, mais on n'écoute pas les voitures qui passent. On fait une sélection, construire du sens. Et c'est comme en anglais, il y a l'opposition entre brain et mind. Le brain, c'est le cerveau neurologiquement. Et le mind, c'est quelque chose qui est lié un peu au cerveau, mais qui est lié à l'activité physique. Voilà. Et c'est comme en français, les mots éprouvés en français. Actuellement, je cherche dans des langues des mots qui donnent des informations tellement nettes et riches de ce qui est la constitution des sujets humains. Éprouver en français, on ne peut pas les traduire par ressentir. Parfois on dit ressentir, ce n'est pas la même chose qu'éprouver. Éprouver, c'est une expérience interne dans laquelle personne peut se mettre à la place de l'autre. Et parfois, quand nous parlons et nous voulons faire référence à un éprouvé, nous disons parfois c'était quelque chose comme si. On ne trouve pas les mots. Mais il y a une expérience interne qui est là. C'est là où les somatiques et les physiques sont presque l'un à côté de l'autre et qui vont permettre de faire que le lexique ou la pensée à travers le langage se soit exposée. Voilà. C'est un mot extraordinaire, le mot éprouvé, qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue. On le traduit toujours pour ressentir, mais ce n'est pas ça. Je ne peux pas dire en français, j'éprouve ce que vous éprouvez. Ça chatouille le cerveau. Tandis que je peux dire, je ressens ce que vous ressentez. Oui, ça passe très bien. Et voilà, actuellement, je me rends compte que dans les langues, il y a des opérations mentales, psychiques, à la fois neurologiques et culturelles, si vous voulez, qui donnent une information précieuse de ce qui est l'être humain. Et effectivement, il faut respecter les éprouvés des enfants. Les enfants ont une capacité à éprouver. Lorsque Marie a écrit avec Gold, j'en achevé l'expérience esthétique du bébé. C'est vraiment l'expérience esthétique du bébé, c'est que le bébé a une capacité à éprouver l'esthétique. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un moment où le bébé mettait en scène une espèce de bien-être psychique, et c'est dans les babyles. Et je pense que l'esthétique, ce que nous appelons l'esthétique pour moi, ça produit un bien-être physique, une œuvre d'art très belle. Ça produit quelque chose dans la personne qui va savourer cette œuvre d'art. Ça produit un petit bien-être, même si c'est très rapide. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et les bébés ont cette capacité incroyable à éprouver l'esthétique. On n'a pas besoin de donner des cours, qu'est-ce que c'est que la pensée, qu'est-ce que c'est l'esthétique, ça va à condition de le mettre en scène par un adulte qui le partage avec un enfant. C'est ce partage d'un adulte relativement structuré qui partage quelque chose qu'il a déjà comme être de culture. Et je dirais qu'on a besoin de l'humain pour construire l'humain. C'est-à-dire cet écho qu'on renvoie à l'enfant quand il montre du doigt une image qui l'intéresse et que l'adulte généreux va nommer ce que l'enfant est en train de montrer. Et on sait que dans toutes les cultures du monde, avant l'apparition des premiers mots, les bébés commencent à montrer du doigt ce qui les intéresse du monde extérieur. C'est un moment fondamental. Et le rôle de l'adulte, c'est de regarder au moins ce que l'enfant est en train de montrer, et s'il est encore plus généreux, de nommer ce que l'enfant est en train de montrer. Et s'il est encore plus généreux, c'est faire une espèce de récit de ce que l'enfant a montré. Ah, tu as vu les oiseaux, qu'est-ce qu'il est beau, ces oiseaux, regarde. C'est-à-dire l'adulte l'amène loin.
dans cette chose que nous appelons la langue orale. Et c'est comme ça que la langue devient quelque chose de très fort à l'intérieur de chaque enfant. C'est un travail tellement important qu'on n'aura jamais insisté assez de l'importance de la relation avec la langue orale pendant la petite enfance. Cette relation avec la langue orale, c'est quelque chose qui va rester pendant toute la vie. Mais comment la lecture va faciliter, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appropriation de la complexité de la langue, la beauté de la langue. Et une langue, c'est quelque chose qui ne se laisse jamais maîtriser complètement. Personne ne peut dire maintenant le français, je fais le tour. Non, la langue est là tout le temps pour pouvoir la utiliser autrement, etc. Et il faut donner des goûts aux enfants, ça. Et en même temps, la lecture va faciliter l'appropriation de cette complexité. Mais comme je disais tout à l'heure, le bébé va découvrir que dans ce truc-là, il y a une voix silencieuse qu'il faut reconstruire. C'est ça, la prolongation de la création de l'invention de l'écriture. Toute écriture, c'est la prolongation d'une langue orale. Voilà. Et l'écriture, c'est quand même une création culturelle. On peut la dater dans l'histoire de l'humanité. Par contre, la langue orale, on ne peut pas la dater. Et c'est perd avec l'origine de l'humanité. Voilà. Mais alors, il faut donner cette richesse de la langue orale, et en donnant cette richesse, et le livre devient un dispositif incroyable, c'est parce que l'enfant va découvrir le système d'écriture qui est là, avant d'aller à l'école. Ça veut dire que l'enfant va découvrir qu'un livre, c'est un espace culturel, que dès qu'on ouvre un livre, on est dans une culture. Et que déjà, l'acte de lecture n'est pas le même si on est ici ou si on est en Arabie Saoudite, si on est en Chine ou au Japon. C'est-à-dire que c'est pour ça que le bébé regarde tellement. Vous regardez tellement quand vous êtes en train de lire, parce que vous donnez beaucoup d'informations par votre regard. Dans quelle direction on est en train de lire. Tout ça, ça fait partie des préambules. Et l'enfant va découvrir qu'effectivement, le livre, c'est un espace qui est en dialogue avec les schémas corporels, qu'il y a en haut, en bas, droite et gauche. Il ne connaît pas encore ces mots-là, mais on les voit. Quand il voit que le tigre est à l'envers, le bébé commence à tourner les livres pour voir s'il peut les mettre comme il faut. Comme il faut. Toutes ces petites choses vont faire que l'appropriation de la lecture et de l'écriture soit un plaisir. Si on ne fait pas ça, lorsque l'enfant arrive à l'école, qui n'a pas eu ces pratiques-là, le premier jour, il ouvre son livre. Bon, il a ouvert à l'envers. Bon, c'est pas grave. Les maîtres regardent tous. Ah, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Bon, premier jour, ça passe. Deuxième jour, ça peut commencer déjà à dire, et tout d'un coup, l'enfant va découvrir qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas par rapport au livre, que ses copains, ils le font très bien, et que chaque fois qu'il ouvre le livre, au début, c'était un plaisir, et tout d'un coup, commence à se transformer dans une espèce de cauchemar, une souffrance. Et c'est là où on voit qu'à l'école, les enfants qui ont reçu toutes ces pratiques avec la langue écrite apprennent à lire et à écrire avec une vitesse considérable, non? D'autres qui n'ont pas reçu cette pratique souffrent, mais arrivent quand même. Mais il y en a qui souffrent tellement, ça devient presque source d'humiliation, et à ce moment-là, ils se ferment mentalement au livre. Une fois qu'ils se ferment mentalement au livre, le livre n'existe plus. Et c'est ce type d'enfant que votre travail va sauver de cette catastrophe psychosociale. Parce que l'appropriation de la lecture et l'écriture, c'est un moment fondamental dans la vie d'un enfant, surtout dans les cultures où il y a un système d'écriture. Il y a encore des cultures où il n'y a pas ça, mais il y a les contes, non? Les contes, ce qui transmet la littérature par ici, dans les langues indiennes, que je visite souvent et je suis fasciné par ces soirées où il y a des gens qui racontent des histoires et les enfants sont là en train d'écouter ça, non? Et dans ces cultures-là,
L'enfant doit apprendre à compter des histoires, comme ici, il doit apprendre à lire et à écrire, je dirais. Et on le met en scène qui raconte une histoire et l'enfant il se trompe au début, on ne fait pas de critiques, on l'encourage, c'est pas mal, ça continue. Et lentement, l'enfant va apprendre à raconter une histoire publiquement, il devient un orateur en public. Voilà. Et les enfants qui ont reçu tous ces préambules dont on est en train de parler apprennent à lire et à écrire avec un plaisir. La scolarité, tu as fait référence à la scolarité, devient un plaisir. Celui qui a souffert beaucoup au moment de l'apprentissage de la lecture d'écriture, la scolarité n'est pas la même, n'est pas vécue de la même manière. Parfois, il rêve d'avoir ses chants pour quitter l'école parce que ça l'embête, quoi. Et ça donne des conséquences incroyables dans ces cultures ici, là, voilà. Alors, si on veut éviter cette catastrophe psychosociale, il faut faire ce que Accès nous a pointé dès le début, tous les fondateurs d'Accès, c'est-à-dire l'importance de la découverte de la langue écrite très tôt. Et comme disait Dominique et Marie nous l'a répété plusieurs fois, il y a une égalité des enfants pendant la petite enfance par rapport à cette capacité de s'approprier de la langue orale. Aucune culture a trouvé nécessaire de donner des cours à un bébé pour qu'il apprenne à parler. Ça n'existe pas. Toutes les cultures transmettent la langue orale sans passer par des moyens pédagogiques. Pour apprendre à lire et à écrire, on a besoin de supports pédagogiques. Et les préambules sont nécessaires pour que ça se passe en bonnes conditions. Une fois qu'un enfant a découvert que dans l'acte d'écriture, il y a des mots qu'on prononce, il va mettre en relation son petit lexique mental avec le lexique qu'il entend. Alors il commence déjà à créer une relation avec les livres, c'est-à-dire que découvrir que dans les livres, il y a quelque chose qui est dans mon esprit, ah, c'est quand même très intéressant. Mais il y a beaucoup de mots qu'il ne connaît pas, mais il va commencer à les connaître. Vous avez constaté comment les bébés sont tellement fascinés par l'activité motrice. On lui donne des jouets, les livres tombent là-dedans aussi. On leur donne un livre, et la première chose qu'ils font, c'est les mettre à la bouche, les savourer, les donner des coups, les tourner dans tous les sens. Cette activité motrice que vous avez témoigné tellement, elle est tellement importante parce que pendant la première année, tout ce qui tombe sur la main d'un bébé, le bébé, il est là pour voir comment l'objet réagit à l'activité motrice. C'est par l'activité motrice que l'enfant va découvrir comment les objets réagissent aux actions qu'on les applique. Que là, ça produit la musique, que là, ça ne produit rien, etc. Et ça commence à donner une cognition. C'est-à-dire qu'en agissant sur le monde extérieur, on voit des informations et c'est cette information qui reste dans l'esprit. Et une fois que l'enfant a construit pendant ses 6 premiers mois, 8 premiers mois, voire la première année, une cognition liée à la motricité. Parce que les schèmes d'action, comme disait Piaget, la même action peut s'appliquer sur plusieurs objets tapés. On peut taper sur une quantité d'objets, c'est toujours ouvert. Prendre un objet par la main aussi. Un objet, on peut le jeter par terre, comme le font les bébés, les ramasser, etc. Tout ça donne une cognition qui crée des représentations mentales. Une fois que ces représentations mentales sont là, les premiers mots commencent à apparaître vers la fin de la première année. C'est-à-dire que les mots nomment ce qui est représenté dans l'esprit. Ça veut dire que par le langage, c'est une opération qui était tellement chère à René Descartes, la représentation de la représentation. C'est-à-dire que le langage représente ce qui est représenté dans la psyché. Et c'est de là que vient cette opération dont je vous parlais tout à l'heure, rendre audible la pensée. Le langage va chercher dans la pensée pour la rendre audible. Alors, vers la fin de la première année, les bébés commencent à rendre audibles leurs petites pensées ou ces grandes pensées.
Et les mots apparaissent comme des boîtes musicales qui vont contenir des propriétés chaque fois plus différentes, développées. Ça veut dire que la voiture au début, c'est une voiture, comme on dit les enfants. Voiture, qu'est-ce que c'est ça, voiture? Mais une voiture devient quelque chose qui a des freins, quelque chose qui a le moteur. Une des premières choses de la voiture, c'est avoir un moteur. Quand on la prend, on fait boum, 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 boum. Voilà, c'est une propriété de la voiture d'avoir un moteur, un petit bruit. Mais très vite, la voiture, c'est quelque chose qui a un coffre, qui a des roues, qui a des freins, qu'avec la voiture, on peut faire des courses, etc. Qu'il y a différents modèles de voitures, voilà. Et que la voiture se ressemble à un tracteur parce qu'il y a des roues, dans les deux. Même en avion, qu'il y a des roues. Alors, c'est-à-dire que c'est les propriétés des objets qui commencent à alimenter ce qu'on appelle les mots. Et les mots sont des boîtes musicales qui ne se laissent jamais remplir définitivement. À chaque fois, les mots sont prêts à recevoir de nouvelles propriétés qui avant n'existaient pas à la culture et tout d'un coup ça réapparaît. L'exemple des livres, c'est très bien. Les livres, c'est quelque chose qui a des pages. Un livre peut être édité, peut être lu, peut être traduit, peut être censuré, peut être brûlé. Hein? Mais les livres électroniques, c'est une nouvelle désignation des livres, n'est-ce pas? C'est à nouveau. Le mot livre a avalé cette nouvelle expérience, cette nouvelle culture qui est en train de naître. Et c'est ça les mots. Les mots sont toujours prêts à recevoir l'expérience humaine de la culture qu'elle les utilise. Ce sont des boîtes musicaux, des pensées. Et une fois que le bébé a pu obtenir ça, qui va représenter à travers des mots ce qui est dans sa fichier, le développement s'ouvre dans toutes les directions. C'est incroyable. Cet développement de l'enfant, une fois qu'il s'ouvre, il ne se ferme jamais. La cognition humaine, une fois qu'il a commencé à entrer dans une activité psychique, il reste toujours dynamique. Il veut toujours connaître, apprendre des choses. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous voulez, en écoutant les bavardages que nous sommes en train de faire, de dire « Ah, il y a une petite chose qui est entrée dans ma petite tête, dans ma grande tête. » Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que la cognition, parfois, c'est comme l'univers, qui est en expansion permanente. Il faut alimenter ça. Les enfants, ils sont assoiffés des histoires. À travers des histoires, il y a tellement de choses qui se passent. Et pour conclure, je dirais que derrière tous ces processus-là, une fois que l'enfant peut créer des représentations que sont les mots pour nommer les représentations qui sont dans son esprit, c'est ça le langage. Et c'est ça ce qui nous différencie par rapport aux espèces animales, c'est que les animaux agissent sur les objets pour créer des propriétés des objets. La vie a besoin d'agir avec son environnement pour pouvoir se maintenir vivante. Mais alors la différence, c'est que les animaux ne peuvent pas nommer des représentations. Et c'est ça ce qui nous fait humains, à travers le langage, pouvoir nommer nos représentations. Alors il faut donner beaucoup de dynamique à ce processus-là. Et une fois que l'être humain peut nommer des représentations, il découvre automatiquement que toute représentation peut être nommée autrement. Et c'est de là que vient parfois la créativité du langage et la souffrance aussi. Une fois qu'on découvre que tout peut être pensé autrement, alors ça donne quelque chose de la liberté du sujet, mais en même temps l'impossibilité parfois de se comprendre. Et ça vient immédiatement des blocs idéologiques, religieux ou même scientifiques. Une fois que l'être humain a découvert que tout peut être pensé autrement, l'enfant commence à mentir. Il sait, mais il sait que ce qu'il sait peut le dire autrement. C'est une liberté extraordinaire quand même. Et avant, il y avait la tasse qui tombait par terre, et il avait tellement peur qu'il allait se cacher. Et maintenant, il voit le verre qui est tombé par terre, il dit à sa maman, il s'est cassé. Sa faute, c'est à lui. Voilà.
Cette capacité à pouvoir penser autrement ce qui a été pensé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. La littérature, c'est ça, c'est-à-dire la littérature peut créer des personnages qui n'existaient pas, il les fait exister grâce à la représentation de l'absence. Une fois qu'ils existent, ils vont exister pour toute l'éternité. Mais on peut aussi faire disparaître ce qui existe, n'est-ce pas, la littérature de fiction. On peut faire exister ce qui n'existe pas, faire disparaître ce qui existe, ou dire autrement ce qui a été déjà pensé. Et c'est ça. Ça donne parfois de la créativité aussi et de la souffrance, parce que pour se comprendre là-dedans, on doit voir que ce n'est pas évident. Voilà. Et une fois que l'enfant a collecté toutes ces opérations mentales, il est adulte. Nous passons notre vie à faire ça. Nous avons toujours la possibilité de penser autrement ce que nous avons pensé. Et ça, c'est une liberté de l'esprit. Il y avait un enfant qui m'a tellement impressionné une fois qu'il racontait que quand il était petit, il pensait que pour boire du lait, il fallait tuer la vache. Et après, dit-il, je me suis rendu compte qu'on pouvait boire du lait sans tuer la vache. Et puis après, je me suis rendu compte que si on tuait la vache, on ne pouvait pas boire du lait. Et tout ça me fait maintenant rigoler, disait-il. Quel parcours extraordinaire, pouvoir penser autrement ce qu'il a pensé. Et je pense que parfois la psychanalyse nous permet de penser autrement ce que nous avons pensé. Oui, voilà. Voilà, alors je vais m'arrêter là, on va dialoguer un petit peu. Voilà, merci.